À chaque instant, la vie nous offre une nouvelle chance. La chance de renaître à ce que nous sommes véritablement. Elle nous invite à nous dépouiller du conditionnement, des croyances limitantes et de ces peurs illusoires que nous avons héritées. Par divers moyens et parfois par des situations accablantes, elle nous pousse inlassablement à puiser en nous-mêmes pour que nous puissions faire éclore ce qui est unique en nous. C'est souvent lorsque nous nous retrouvons au pied du mur, lorsque nous avons l'impression qu'il n'y a plus aucune issue, plus de solution là à l'extérieur, que s'ouvrent enfin les portes de notre univers intérieur. En son cœur se loge un savoir inné qui nous est propre, mais pour pouvoir l'entendre, nous devons complètement nous abandonner à nous-mêmes. Nous devons nous accueillir tels que nous sommes maintenant, peu importe notre situation. Cet accueil inconditionnel permet la libération de toute forme de souffrance. Et ainsi, il nous est à nouveau possible de créer une vie qui nous correspond réellement. Le pouvoir de l'accueil nous permet fondamentalement de redevenir notre propre guide, notre lumière qui éclaire chacun de nos pas. J'ai découvert le pouvoir de l'accueil à travers ma propre vie. À l'âge de 5 ans, j'ai réalisé que j'entendais ce qu'il se passait à l'intérieur d'autrui. Qu'il s'agisse d'un problème physique, mental, émotionnel, ou du vécu de la personne, ces informations me parvenaient spontanément. Et je me souviens d'un cours de maths lorsque j'avais environ 10 ans. Le prof était au tableau en train d'expliquer une nouvelle règle, mais je n'entendais strictement rien. À l'avant-plan, il n'y avait que cette voix puissante et familière qui me parlait de son problème au rein gauche. Dans un automatisme absolu, je me suis levée et j'ai dit à mon prof « Monsieur, vous devriez peut-être faire contrôler votre rein gauche. » Mais avant même d'avoir terminé la phrase, je savais que ces quelques mots auraient des répercussions, des conséquences peu plaisantes pour moi. Le prof m'a regardé choqué et il a hurlé « Nasrine, tu devrais te faire soigner le cerveau. Tais-toi et concentre-toi maintenant. » 2 semaines plus tard, le prof s'est confié à moi. Il m'a dit que son médecin avait détecté un cancer au rein gauche et il voulait savoir par quel biais j'obtenais ces informations. Je lui ai dit qu'il n'y avait pas de formule mathématique pour l'intuition et que notre véritable nature ne pouvait pas être appréhendée intellectuellement. Ceci n'est qu'une façade derrière laquelle se cache notre véritable nature. Il suffit de l'écouter. Elle a accès à toutes les informations. Mais le prof n'a pas du tout apprécié ma réponse. Il s'est terriblement énervé, ce qui était assez effrayant pour un enfant de 10 ans. Et dès lors, il a fait de moi l'objet de maintes mesquineries. À chaque fois qu'il le pouvait, il m'humiliait devant le plus grand nombre de personnes. J'étais devenue une extraterrestre aux yeux des autres, qui m'évitaient, parce que je suscitais de la peur. Je me suis alors progressivement isolée, et pendant ces années d'isolement, la nuit j'écrivais sur divers thèmes dans un état de conscience altéré, des thèmes
comme la non-dualité, l'épigénétique, des thèmes que je ne connaissais pas à l'époque. Seule ma prof de bio avait l'air de me tolérer. Alors un jour, je lui ai transmis les écrits sur l'épigénétique, plus précisément les corrélations qu'il y a entre les émotions refoulées et certaines parties spécifiques de l'ADN. Quelques jours plus tard, la prof est revenue et elle m'a rendu ses écrits en me disant « Nasrine, si tu ne veux pas t'attirer davantage de problèmes, tu devrais brûler tes écrits. » J'en pouvais plus. J'étais exténuée par ma propre nature qui ne trouvait aucune résonance dans le monde extérieur. Et j'ai commencé à lutter contre cette nature. La guerre fut courte mais radicale. À l'âge de 15 ans, et après avoir consulté des psys qui ne savaient pas quoi faire de mon cas, j'étais prête à mettre un terme à mon existence. Et sur le point de commettre l'irréparable, la voix a réapparu. Elle m'a dit « Ne lutte pas contre ta nature. Accueille ce qui t'a été offert. » C'était tellement puissant que j'en ai perdu connaissance. Lorsque j'ai rouvert les yeux sur ce monde, rien n'était plus pareil. Cette lutte féroce contre moi-même avait disparu. Il ne restait plus que la paix, une paix profonde, inébranlable, qui ne m'a plus quittée depuis. Tout est devenu évident. J'ai réalisé que cette voix n'était pas issue d'une source extérieure. C'était ma propre voix qui parlait à travers cet être humain qui se nomme Nasrine. Depuis cet événement, ma vie a complètement été bouleversée. Elle s'est transformée à tous les niveaux. J'ai pu partager mes écrits avec des chercheurs en épigénétique, en physique quantique, etc. et faire valider ces informations. La vie m'a offert l'immense opportunité de pouvoir partager le pouvoir de l'accueil avec des milliers de personnes à travers le monde entier. Et à chaque rencontre, je suis émerveillée de constater que la seule voie qui s'offre à nous n'est autre que l'accueil inconditionnel de ce que nous sommes, au-delà du nom et de cette forme. La première personne que j'ai eu l'honneur d'accompagner s'appelait Lily. Elle avait 5 ans et elle était atteinte de leucémie. Pour son anniversaire, je lui avais amené une peluche à l'hôpital. Et Lily s'est amusée comme l'aurait fait n'importe quel autre enfant. Jamais un enfant ne dira « Il faut que je lutte contre ma maladie ». Il vit dans cet état d'accueil. Il ne porte aucun jugement. Il est libre de toute appréhension, de toute anticipation. C'est ainsi qu'est né l'être humain. Il l'a simplement oublié. Le pouvoir de l'accueil
est l'état initial de l'être humain. Il ne s'agit pas d'une approche intellectuelle ou d'un outil de bien-être. Pourtant, les gens pensent souvent avoir besoin d'un outil pour accéder au bien-être et pour créer une vie qui leur correspond réellement. Mais non, nous n'avons besoin d'aucun outil, parce que nous sommes l'outil de la transformation. L'outil est toujours le problème. Un jour, une dame qui souffrait de dépression depuis de longues années m'a dit « Ça fait 1 an maintenant que j'utilise la pensée positive, mais je suis accablée par davantage de pensées négatives. Je suis radicalement épuisée. » Pour pouvoir utiliser la pensée positive, que faut-il au préalable? Une pensée négative. L'une ne va pas sans l'autre. Alors, lorsque la vie nous voit utiliser cet outil de pensée positive, elle nous offre généreusement la situation correspondante des pensées négatives. Donc à chaque fois que nous utilisons un outil, pourquoi le faisons-nous fondamentalement? Parce que nous luttons contre ce qui est maintenant. Mais si nous revenons à l'enfant, est-ce que vous avez déjà vu un enfant parler de pensée positive ou de méditation, de loi d'attraction, de mission de vie? Non, n'est-ce pas? L'être humain n'est pas né avec ces outils ou ces concepts, parce que cela ne fait pas partie de sa véritable nature. Ces concepts se sont immiscés sournoisement au fil des ans, sans que nous en ayons conscience. Sous le poids des divers conditionnements et de toutes ces croyances que nous avons avalées, sans peut-être jamais les remettre en question, nous nous sommes progressivement coupés de notre sagesse intérieure. Nous avons commencé à écouter les autres et à utiliser différents outils. Nous avons commencé à offrir le pouvoir aux autres. Nous nous sommes progressivement oubliés. Le monde extérieur est devenu notre source de bien-être, factice bien évidemment. Mais nous sommes surtout devenus des mendiants, car infectés par un virus qui prédomine dans la conscience collective de l'humanité. Il s'agit de la peur de ne pas être aimé. À combien de reprises avons-nous rendu service à quelqu'un alors que cela ne résonnait pas pour nous? Combien de faux sourires avons-nous fait alors que notre vie frôlait la catastrophe? Et combien d'efforts et de sacrifices faisons-nous quotidiennement juste pour obtenir une miette d'amour, de reconnaissance? Cet asservissement est devenu le pire fléau parce qu'il engendre un stress quasi permanent. La pression est telle parce que dans le conditionnement collectif, il est inscrit que l'amour se mérite. Et parfois, nous sommes prêts à tout pour l'obtenir. Mais même si toute l'humanité nous aimait maintenant, cela ne rassasierait jamais notre espace intérieur. Pourquoi? Parce que c'est de notre amour-propre dont il a besoin.
lorsque nous nous aimons tels que nous sommes maintenant. Donc peu importe la situation physique, mentale ou émotionnelle. Alors nous nous ouvrons à cette source d'amour et de bien-être intarissable qui nous habite déjà. Lorsque la relation à notre espace intérieur est à nouveau solide, parce que nous ne sommes plus influencés par cette peur de ne pas être aimés, alors nous découvrons stupéfaits que rien ne nous manque jamais. En effet, nous sommes déjà entièrement remplis par nous-mêmes, par notre propre énergie et sagesse. Rien n'a besoin d'être intégré, puisque tout est déjà là en nous. Mais comment pourrions-nous en avoir conscience si notre attention n'est jamais portée sur cet espace intérieur? Lors d'un séminaire, un jeune homme m'a demandé « Nasrine, tu nous dis que nous sommes tous dotés d'un savoir inné, mais j'aimerais savoir comment y avoir accès. » Je lui ai alors tendu mon smartphone et je lui ai demandé s'il savait comment l'utiliser. Il m'a dit « Bien sûr que je sais utiliser un smartphone. » J'ai dit « Merveilleux. Comment est-ce que tu as fait ?» Il m'a dit « J'ai passé quelques heures à étudier ses fonctions, à découvrir. » J'ai dit « Parfait. Fais de même avec ceci. » Tout est une question d'attention. Et l'attention peut être portée sur deux choses fondamentalement. Soit elle est portée sur l'extérieur, synonyme de conditionnement, de stress et de peur. Soit elle est focalisée sur cet espace intérieur, synonyme de bien-être, de paix inébranlable et de joie omniprésente. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus porter l'attention sur le monde extérieur. J'invite simplement à ramener cette attention là à la maison, sur cet espace intérieur, car si nous souhaitons réellement découvrir ce vaste univers intérieur, il faut que notre attention soit portée sur celui-ci. Tout ce sur quoi se porte notre attention devient notre terrain d'observation et d'expérimentation. Chez la plupart des êtres humains adultes, l'attention a fugué depuis longtemps. Elle s'est complètement déracinée de cet espace intérieur et elle erre quelque part là à l'extérieur. Chaque être humain possède sa propre fragrance. Chaque être humain est unique au monde et il pourrait amener une facette unique à l'humanité. Mais cela ne se fait pas tant qu'il aspire à la normalité. Un jour, un jeune homme qui pensait souffrir d'hypersensibilité m'a dit « Je ne sais plus comment vivre avec cette hypersensibilité. Je me sens submergé par d'innombrables émotions, totalement déconnecté du monde. Je veux juste être normal. » Je lui ai alors dit, la normalité n'existe pas. Il y a 7 milliards d'individus environ, et chacun d'entre eux est unique au monde. La base comparative permettant de dire que telle chose est normale ou pas n'existe pas. Il m'a alors demandé, mais est-ce que je vais pouvoir vivre avec cette sensibilité? Je lui ai dit oui, si tu arrêtes de la combattre. Et surtout,
si tu arrêtes de te comparer aux autres. C'est uniquement parce que tu te compares aux autres que tu crois souffrir d'hypersensibilité, n'est-ce pas? Il faut comprendre que l'hypersensibilité n'existe pas. Hypersensible par rapport à qui ou à quoi? Puisque nous sommes notre propre point de repère, notre sensibilité ne peut être ni de trop, ni être insuffisante. Elle est totalement accordée à ce que nous sommes et à ce que la vie nous offre comme événement. Dans la vie, jamais rien n'est fait contre nous, mais pour nous permettre de puiser davantage encore dans ce vaste univers intérieur auquel nous seuls avons accès. Je compare souvent la vie à un océan. Nous ne pouvons pas contrôler l'océan, les vagues, mais nous pouvons apprendre à exceller dans notre manière de naviguer avec lui. À chaque instant, nous avons un choix qui nous incombe. C'est soit d'aller avec le mouvement, soit de lutter contre. Peu importe la vague que la vie nous présente, nous pouvons choisir d'aller avec la vague en souplesse ou de nager à contre-courant et nous épuiser radicalement. Vous avez peut-être déjà observé un surfeur. Le surfeur se met dans cet état intérieur de souplesse pour pouvoir surfer la vague. S'il est totalement rigide sur son surf, il ne peut pas aller avec le mouvement. Donc j'invite à chaque fois, peu importe la situation qui nous est présentée, d'adopter cet état-là de souplesse intérieure, d'aller avec le mouvement et d'observer que la vague qui nous est présentée, premièrement, n'est pas permanente et deuxièmement, nous est présentée parce qu'elle nous est bénéfique, aussi affligeante soit-elle. Mais elle nous paraît uniquement être affligeante parce que nous luttons contre. La lutte est toujours le problème de base. Si nous prenons l'exemple de la douleur, par exemple, peut-être que vous avez déjà expérimenté cela. Si une douleur surgit maintenant et que vous la maudissez, qu'est-ce qui va se passer? La douleur va s'intensifier. Or, ce n'est pas la douleur qui est problématique. La douleur est juste un signal émis par un état de lutte qui s'intensifie. Le réel problème, c'est la lutte. Alors plus nous luttons contre quelque chose, qu'il s'agisse d'un symptôme physique, psychique, émotionnel, d'une situation extérieure, plus nous luttons intérieurement contre ce que la vie nous présente, plus cette chose-là va se renforcer, plus elle va devenir douloureuse. Comment utiliser le pouvoir d'accueil qui nous habite déjà? C'est très simple. Face à chaque situation qui provoque du stress, aussi minime soit-il, observez simplement l'inspire et l'expire du corps physique, sans avoir la volonté de le décontracter, de le relaxer. Ce faisant, vous allez vous relier à votre espace intérieur, dans lequel se trouve votre savoir inné. Donc, si vous voulez essayer un instant, c'est très simple. Fermez les yeux un instant
Comme ça, l'attention revient à la maison et juste observer l'inspire et l'expire de ce corps physique. Dans cet état-là de souplesse, vous allez pouvoir surfer la vague qui vous est présentée maintenant. Ce qui est très important, c'est de ne pas perdre notre énergie à chercher les causes probables d'un symptôme physique, d'une pensée ou d'une émotion. Ceci pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est une perte d'énergie. Et deuxièmement, parce que nous passons à cet instant littéralement à côté du moment présent, dans lequel nous pourrions accueillir ce qui se présente à nous. Donc, nous devons faire un choix en conscience là aussi. C'est soit nous investissons notre énergie à la recherche de causes probables, ce sont des hypothèses. Nous n'allons jamais à 100% pouvoir vérifier si c'est telle chose qui a engendré tel symptôme. Parce qu'à chaque instant, nous recevons des milliards d'informations. Mais je vous invite vraiment à faire ce choix en conscience. Soit nous investissons notre énergie dans la recherche des causes probables, soit nous l'investissons dans cette énergie d'accueil. Et pour pouvoir accueillir, nul besoin de comprendre, parce que l'accueil ne passe jamais par l'intellect. La vie est simple lorsque nous cessons de faire des efforts. Mais qui dit absence d'effort, dit aussi absence de mérite, n'est-ce pas? Dans la conscience collective, il est inscrit que toute chose se mérite, qu'il faut faire des efforts, qu'il faut lutter, qu'il faut se battre dans la vie, et qu'il faut surtout analyser toute chose. Combien de fois est-ce que vous n'avez pas déjà entendu « Pose-toi les bonnes questions ». On pousse littéralement l'être humain à passer par l'intellect. Pauvre intellect, il doit déjà être épuisé. Pardon, chez la plupart. Donc on pousse l'être humain à toujours chercher des causes rationnelles. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut laisser de côté l'intellect, il ne faut juste pas le surutiliser. Et observons un instant que si nous avons une question, c'est parce que nous possédons déjà la réponse. L'une ne va pas sans l'autre. La question découle de la réponse. La réponse est toujours antérieure à la question. Alors, courir après des réponses, c'est une perte d'énergie et c'est faire un immense détour sur notre savoir inné. Donc, j'invite humblement à la prochaine question qui apparaîtra, de ne pas courir après les réponses parce que nous risquons de courir toute notre vie sinon. Mais de fermer les yeux un instant, d'observer juste l'inspire et l'expire de ce corps physique pour pouvoir nous relier à cet espace intérieur et de nous rappeler ceci. Si j'ai une question, c'est parce que je possède déjà la réponse. Je vais donc offrir un espace d'accueil à cette réponse qui se présentera au moment opportun. Dans le conditionnement collectif, il y a tant d'idioties qui ont été dites à notre sujet. Et par peur de ne pas être aimés, nous les avons peut-être toutes avalées. Donc la première chose que j'invite à faire, c'est d'être hautement sceptique. Être sceptique ne veut pas dire accepter ou rejeter ce qui nous est proposé.
Être sceptique veut fondamentalement dire mettre l'information qui m'est offerte maintenant en résonance avec mon savoir inné. Donc, si, imaginons, je vous offre une assiette remplie d'aliments maintenant, avant de manger ce qu'il y a dans l'assiette, vous regardez ce qu'il y a dans l'assiette, n'est-ce pas? Être sceptique, c'est adopter cette attitude. Observons ce qui nous est offert à chaque instant, avant d'avaler tout cru toutes les informations. Parce qu'elles ne résonneront peut-être pas pour nous, peut-être pour l'autre, mais pas pour nous. Donc, si on s'imagine que manger des brocolis, c'est super pour votre ami, ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour vous. Puisque vous êtes unique au monde, vos besoins physiques le sont aussi. Face à un conseil qu'un proche vous donne, par exemple, restez vigilant. Observez avec un peu de recul. Vous réaliserez de toute évidence que vous êtes votre propre guide en toutes circonstances et que nul autre que vous-même ne peut savoir ce qui est juste et bon pour vous. Alors, voyez-vous, derrière les conseils, même si a priori ils nous sont offerts avec amour et bienveillance, eh bien ces conseils sont très souvent teintés de peur. Pour vous donner une petite anecdote, lorsque j'ai quitté le seul job que j'avais, j'ai partagé cette information avec une amie. Je lui ai simplement dit « Eh, c'est cool, je vais changer de job ». Mon amie s'est tout de suite affolée. Et elle m'a dit « Pourquoi est-ce que tu veux changer de travail? Là, tu gagnes bien ta vie, tu as la sécurité. » Je lui ai dit « Mais la sécurité n'existe pas. Ouvrir les yeux sur ce monde le matin, c'est prendre le premier risque. Se lever du lit, c'est prendre le deuxième risque. La vie n'est faite que de risques. » Puis je lui ai dit « Mais observe ton attitude. Ne trouves-tu pas qu'il y a beaucoup de peur là derrière ?» Elle m'a dit « C'est vrai, je ne sais pas pourquoi je m'affole à ce point-là. » Puis au bout de quelques instants de réflexion, elle m'a dit « Si, en fait, je comprends. Il y a 4 ans, lorsque j'ai quitté mon propre job, je me suis retrouvée dans une situation accablante. C'était franchement la cata. Et là, j'observe que c'est de la peur qui a parlé. » Je lui ai dit « Merveilleux. Accueille la peur. Juste donne-lui le droit d'exister. » La peur se cache derrière maintes situations, et même derrière un outil alléchant a priori. Je veux parler de la visualisation. Un jour, une dame qui souffrait d'un cancer des poumons m'a demandé « Est-ce que tu penses, Nasrine, que de visualiser des poumons sains peut aider le corps à guérir, à aller mieux ?» Je lui ai alors dit « Mais là n'est pas la question. La question, c'est pourquoi est-ce que tu visualises des poumons sains alors qu'ils sont malades? » Parce qu'il y a de la peur. Donc, à chaque fois que tu utilises cet outil de visualisation, tu essayes d'esquiver la peur. Tu la combats fondamentalement. Tu lui dis non, tu lui claques la porte au nez. Par rapport à la visualisation, si vous vous posez la question, lors de la dernière visualisation que vous avez faite, demandez-vous pourquoi est-ce que j'ai visualisé telle chose, telle amélioration, tel changement de situation, fondamentalement, parce que vous avez dit non à ce qui a été vécu à cet instant particulier, au moment même où vous avez visualisé.
Dès l'instant où on prend conscience de cela, dès l'instant où on observe que le mécanisme de lutte est quasi omniprésent, eh bien, nous ne tombons plus dans le piège. Nous rallions instantanément à notre pouvoir d'accueil. Et lorsque nous accueillons ce qui est, alors visualisez quelque chose d'autre que ce qui est. Cela ne nous traverse même plus l'esprit. Derrière chaque situation, il y a une émotion qui n'a pas été accueillie. Si vous vous posez la question maintenant, si vous prenez une situation, un problème, appelons cela comme ça, un problème physique, mental, émotionnel ou une situation quelconque, posez-vous la question. Quelle est l'émotion qui se cache derrière cette situation? Vous verrez, il s'agit toujours de la peur. Même derrière la tristesse, la colère, se cache la peur. L'émotion, étant d'une nature subtile, a besoin d'un support. Le corps physique est le support le plus tangible qui soit, n'est-ce pas? Donc l'émotion, tant qu'elle n'a pas été accueillie, va se remanifester. La vie est généreuse. Si nous n'accueillons pas aujourd'hui la peur, ce n'est pas grave. Demain, il y aura une double dose de peur au menu. Sur 7 milliards d'individus, il y a 6,8 milliards d'individus qui luttent sans cesse contre la peur. Mais où va cette peur rejetée? Dans la conscience collective de l'humanité. Pourquoi y a-t-il de plus en plus d'êtres humains angoissés et qui n'arrivent pas à s'expliquer cette angoisse? Tout est interconnecté. Le problème personnel n'existe pas. Tout est collectif. Peut-être qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir angoissé, spontanément comme ça, sans qu'il n'y ait eu quoi que ce soit dans le moment présent qui ait pu provoquer cette angoisse. Imaginez la situation suivante. Vous vous réveillez le matin, vous êtes de bonne humeur, tout se passe bien. Vous vous asseyez, vous mangez vos tartines. Et soudainement, une angoisse surgit. Pourtant, rien ne s'est produit. Concrètement, rien ne s'est produit. Vous étiez là en train de manger vos tartines. Croyez-vous encore que cette angoisse a un quelconque lien avec les tartines? Plus vous allez observer ceci, plus vous allez réaliser à quel point ceci est sensible et capte toute information provenant soit de l'espace intérieur, si l'attention est portée sur cet inspire-expire, soit en lien avec le monde extérieur. Le conditionnement, tout ce qui est refoulé par l'humanité. Pour vous donner un exemple, sur ces 15 dernières années, j'ai eu l'immense privilège de pouvoir faire maintes expériences. Et lors d'une expérience, alors c'est très simple au final comme expérience, qui servait au fait à démontrer que la douleur est transmissible. Donc lors de cette expérience, nous avons placé une personne qui souffrait de douleurs chroniques à la hanche, du côté gauche, dans une pièce isolée. Nous lui avons simplement demandé de porter son attention sur cette douleur. Puis, une autre personne est arrivée. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait comme expérience. Nous lui avons simplement demandé d'aller s'installer dans une autre salle, de juste rester assis. Nous lui avons dit, nous allons revenir dans quelques minutes. Juste rester assis là. 3 à 4 minutes après, lorsque nous avons été revoir cette personne, qui, elle, ne souffrait pas de douleur initialement,
nous lui avons demandé comment est-ce que ça va. Elle nous a dit, ça a été jusqu'à tout à l'heure, mais là, je ne me sens pas très bien physiquement. J'ai un espèce de blocage au niveau de ma hanche, du côté gauche. Je lui ai exprès demandé, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un faux mouvement? Je ne sais pas, il y aura bien une raison plausible à cette situation. Et que fait alors cette personne? Elle va chercher des raisons plausibles, des hypothèses. Puis, au bout d'un moment de réflexion, elle me dit, oui, Nasrine, tu sais, avant-hier, j'ai porté un carton. J'ai dû me bloquer quelque chose là au niveau de la hanche. Mais non, rien n'est bloqué dans ce corps physique. Tu es simplement en train de capter une information qui provient de la salle d'à côté, d'une personne qui, elle, souffre d'une arthrose au niveau de la jambe, de la hanche gauche. Tu captes l'information. Donc, il est tellement important d'être sceptique, de faire valider toutes les informations par notre savoir inné, sinon, nous allons capter toutes les informations en permanence. Donc voyez-vous, nous sommes véritablement habités par une sensibilité hors norme. Et pour pouvoir distinguer entre est-ce que ce problème, entre guillemets, est-ce que cette pensée, cette douleur, cette émotion, ce désir même, est-ce que cela m'appartient ou pas, il est fondamental de ramener l'attention à la maison. Parce que si celle-ci reste focalisée sur l'extérieur, nous allons continuer à capter les informations en lien avec l'extérieur. À nouveau, ce sur quoi se porte notre attention devient notre terrain d'observation et d'expérimentation. Donc, lorsque nous ramenons cette attention à la maison, sur cet inspire-expire, il devient tout à coup évident. Tout devient évident. Nous savons instantanément si cette douleur, cette pensée, cette émotion, ce désir, peu importe quoi, si cela nous appartient ou pas. C'est notre intuition qui va bien évidemment nous transmettre cette information. Mais contrairement à ce qui nous a été dit très souvent, l'intuition ne passe pas par le cœur ou par le ressenti. L'intuition est un état sans état d'âme. C'est d'une neutralité absolue. C'est une évidence. C'est quelque chose qui ne peut pas être expliqué. Or, très souvent, lorsque les participants à mes séminaires me parlent d'intuition, ils font toujours référence à ce qu'ils ressentent. Mais à nouveau, c'est dangereux de s'appuyer sur des ressentis parce que la majorité des ressentis que nous captons ne sont même pas les nôtres. Par rapport à l'intuition, vous avez sûrement remarqué, vous avez reçu un appel un jour et vous saviez spontanément qui c'était. Est-ce que vous vous êtes posé une question au moment où le téléphone a sonné? Non. Est-ce que vous étiez dans un état émotionnel quelconque lorsque vous saviez tout à coup que c'était telle personne qui vous appelait alors que vous n'aviez pas vu le nom sur votre mobile? Non plus, il n'y avait pas d'émotion. C'était juste évident. Dénué d'émotion, totalement dénué d'émotion. L'intuition est totalement dénuée d'émotion. Donc à nouveau, voyez-vous, je vous parle de cette émotion, de cette intuition, pardon. Je vous parle de cette intuition parce que tellement de choses sont dites au sujet de l'intuition. Mais si vous n'êtes pas suffisamment sceptique, vous allez avaler tout cru ces informations.
Le corps physique est un indicateur par excellence pour savoir si notre attention est portée sur cet espace intérieur ou sur l'espace extérieur. Si le corps est crispé, c'est-à-dire s'il respire de manière thoracique, si la mâchoire est crispée, s'il y a des tensions quelque part à l'intérieur de ce corps, alors il nous indique que notre attention est trop figée sur l'extérieur. Ce faisant, il ne nous est plus possible d'entendre les messages qui proviennent de notre espace intérieur, de notre intuition. Mais ce n'est pas tout. Quand le corps est tendu, il y a une incroyable perte d'énergie qui se produit à cet instant-là. L'énergie de base pour le corps, c'est l'eau. Alors face à un stress, aussi minime soit-il, le corps perd de l'eau instantanément. Les cellules, ces milliards de cellules qui composent ce corps physique, à l'instant où il y a un stress, se déshydratent également. Qu'est-ce qui se passe plus précisément? Tout est en mouvement ici à l'intérieur. Donc, chaque cellule possède une membrane cellulaire qui est toujours en mouvement. Face à un stress, ces portes cellulaires-là se ferment. Qu'est-ce qui se produit à cet instant-là? À l'intérieur de chaque cellule, il y a un noyau cellulaire. Ce noyau cellulaire ressemble à une vaste bibliothèque dans laquelle toutes les informations dont le corps physique a besoin sont stockées. Alors face à un stress, les cellules, les portes des cellules se ferment et le corps physique n'arrive plus à accéder à sa bibliothèque, à son propre savoir inné. Les cellules sont non seulement coupées de leur environnement, et on sait qu'un organisme sain est un organisme qui a une capacité de communication très élevée. Donc il faut que chaque cellule puisse communiquer l'une avec l'autre. Mais à nouveau, face au stress, ces ponts qui relient chaque cellule, ce qu'on appelle des ponts hydrogènes, sont comme des câbles de communication. Ces câbles-là sont rompus. Donc qu'est-ce qui se passe fondamentalement? Dès l'instant où notre attention est trop portée sur l'extérieur, ce corps-ci en souffre. Et si le corps en souffre, le mental en souffre. Et si le mental en souffre, le système émotionnel en souffre. Le corps, le mental et le système émotionnel forment une seule famille. Si l'un d'entre eux va mal, toute la famille en pâtit. Donc par rapport à ce corps physique, pour l'aider aussi à mieux vivre tout simplement, parce qu'il est tellement souvent soumis à du stress. Et le stress n'est pas une normalité, même si on voit la plupart des êtres humains courir dans les rues, parler très vite, marcher trop vite, manger trop vite. Même si ça paraît être normal, le stress n'est pas une normalité. Aucun être humain ne naît stressé. Aucun enfant bas âge n'est stressé. Donc, à nouveau, plus vous allez observer ceci, ce corps physique, plus vous allez pouvoir ramener votre attention sur lui, plus vous allez pouvoir l'aider à s'autogérer. Bien évidemment qu'il s'autogère déjà incroyablement bien. Nous avons souvent peut-être tendance à le sous-estimer. Mais pourtant, si nous observons ce corps physique, nous ne pouvons que nous émerveiller. C'est un miracle en soi. À cet instant-ci, le cœur bat, tout seul, sans notre intervention. Pendant 9 mois, ce corps physique s'est formé, tout seul, grâce à un peu d'eau et un peu d'aliments. Mais il s'est formé tout seul. Nous n'avons pas eu besoin de lui dire « fais pousser un bras ici et fais battre le cœur », non. Ça s'est fait tout seul. À cet instant-ci, il gère des milliers de fonctions simultanément. La main de l'homme ne va jamais pouvoir reproduire un corps physique tellement c'est sophistiqué. Et même d'un point de vue scientifique, nous en connaissons tellement peu. Donc, soyons dans l'humilité de dire que nous n'en savons pas grand-chose. Vous savez, je trouve que cela ouvre de grandes portes. Ça ouvre la porte à l'écoute. Ça nous invite à être davantage à l'écoute que de se dire oui, je sais ce dont mon corps physique a besoin. Non, je ne peux pas sur une durée, je ne peux pas, parce que ces besoins sont uniques et propres à ce qui se vit à chaque instant. Donc les besoins d'hier sont peut-être plus les besoins d'aujourd'hui. Les besoins d'aujourd'hui ne seront pas forcément les besoins de demain.
Donc on ne peut pas baser notre collaboration avec ce miracle physique sur une espèce d'habitude, de normalité ou de statistique. Parce que c'est tout le temps en mouvement, ça s'adapte tout le temps. C'est tout le temps en train de se modifier, de se transformer. Et elle est là toute la beauté. Donc, par rapport au corps physique, ce que j'ai pu observer, c'est que le stress est le pire fléau. Ce n'est pas le cancer, mais le stress qui est véritablement le pire fléau pour le corps physique. Et pour vous partager là une autre petite expérience qui a été faite, enfin elle a été faite maintes fois, par un groupe aussi de chercheurs aux États-Unis. Lors de cette recherche, on invite un groupe de personnes à suivre une alimentation la plus saine qui soit. Alors il y a un bilan de santé qui se fait au début et à la fin de l'expérimentation. Donc elles ont une hygiène alimentaire irréprochable, entre guillemets, mais elles sont soumises vraiment à un état de stress quasi permanent. Résultat des courses, le bilan à la fin, c'est une catastrophe. Pourtant, ces personnes se sont nourries avec les meilleurs aliments qu'on ait pu trouver sur le marché. On fait la même expérience avec un autre groupe de personnes. Par contre, là, on leur donne du fast-food, matin, midi, soir. Mais on va induire un état de relaxation permanent. Donc ces personnes sont tout le temps dans cet état d'accueil, de souplesse, de surf, comme on disait tout à l'heure. Donc elles sont dans cet état d'accueil, mais elles vont manger vraiment des choses, entre guillemets, malsaines. Le bilan à la fin, et cela n'a pas toujours plu aux scientifiques qui faisaient partie des tests, de l'expérimentation, le bilan à la fin est stupéfiant. Il n'y a pas de détérioration au niveau du bilan de santé. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut manger du fast-food. Je ne suis pas en train de dire non plus qu'il faut être totalement rigide sur notre manière de manger. J'invite simplement à prendre en considération le fait que le stress est le pire ennemi pour le corps physique, réciproquement pour le mental et pour le système émotionnel. Alors nous pouvons manger les meilleurs aliments qui soient. S'il y a de la lutte, ce qui est ingéré n'a plus beaucoup d'influence sur ceci. Donc, j'aimerais simplement dire par là que ce n'est pas vraiment ce que nous mangeons qui est important, mais notre attitude intérieure est capitale. Si nous mangeons de manière crispée, le corps ne va jamais pouvoir utiliser ce qu'on lui donne parce que tout est fermé à l'intérieur. Alors que fait le corps à ce moment-là? Il stocke l'aliment. Il se dessèche. Souvent les gens prennent du poids d'ailleurs comme ça. Ils mangent peu, mais mangent stressés et donc ils prennent du poids. Donc à nouveau, ce n'est pas l'aliment qui est véritablement important, mais mon attitude intérieure face à ce qui est vécu à chaque instant. Un autre exemple que j'aimerais partager avec vous, c'est l'histoire de Madame Caillou. Alors, je l'ai surnommée comme ça, elle s'appelait pas Madame Caillou, mais je lui ai donné ce surnom parce que je trouvais que ça lui allait terriblement bien, et vous allez comprendre pourquoi. Madame Caillou vivait en Inde, et en Inde, il y a le système des castes. Donc, si on est pauvre là-bas, on a peu de chances d'évoluer au niveau du système social. Donc, elle était très très pauvre. Et son père, avant de mourir, n'ayant pas grand-chose à manger, à lui offrir, lui a dit « Écoute, tu mangeras ces petits cailloux. Ça ressemble à du gravier. C'est de l'énergie, ça va te nourrir. » Alors, Madame Caillou, à ce moment-là, n'avait que 4 ans.
Heureusement d'ailleurs. Parce que si le mental avait été encombré de diverses croyances, il n'aurait jamais supporté les petits cailloux. Donc Madame Caillou a mangé toute sa vie des petits cailloux. Elle a été amenée dans des instituts de recherche pour voir s'il manquait des éléments au niveau physique. Il n'en manquait pas. À nouveau, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut manger des petits cailloux. Observons simplement que tout ceci est énergie. L'énergie est neutre à la base. Mais si j'aborde cette énergie dans un état de lutte, alors cette énergie, comme cet aliment par exemple, peut devenir néfaste, voire même mortel pour le corps. Donc tout repose toujours sur cette attitude intérieure. Soit je suis dans l'accueil, soit je suis dans un état de lutte. Le mental est un fidèle allié, comme le corps physique. Et plus nous observons le mental, plus nous comprenons sa véritable fonction, qui n'est autre que intercepter les informations qui proviennent de l'intuition. Mais ce n'est pas l'image qui est véhiculée dans le conditionnement collectif. Il est très souvent dit que le mental est trop bavard, trop agité, trop pessimiste, trop ceci ou trop cela. La plupart des livres de développement spirituel, de psychologie, beaucoup de livres finalement accusent le mental à tort d'être quelque chose qu'il n'est pas. Mais à nouveau, si nous ne sommes pas suffisamment sceptiques, nous allons prendre pour acquis ce qui est dit. Et nous allons aborder notre mental d'une manière qui est, à mon humble avis, beaucoup trop violente. Le mental, fondamentalement, sert donc à intercepter l'information qui provient de notre intuition. Le mental est comme un espace, comme cet espace-ci. Au départ, il était vide. Puis au fil des ans, cet espace s'est retrouvé rempli d'informations, du conditionnement, des croyances, des émotions refoulées, des comportements hérités. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, nous avons commencé à confondre le mental, cet espace vide qui sert à intercepter les informations provenant de l'intuition, avec tout ce qui a été stocké en lui. Nous avons confondu le mental avec tous ces cartons qui sont stockés en lui. Si nous reprenons l'exemple de l'enfant, aucun enfant, en bas âge du moins, nous parle de confiance, de pensée positive, de mission de vie ou d'un quelconque autre concept, n'est-ce pas? L'enfant est toujours porté par son intuition, sans aucune réflexion préalable, sans anticipation et sans appréhension. Ça, c'est au départ, ça change très vite. Donc, quand l'être humain naît, il possède un mental qui est vide et qui sert simplement à recevoir les informations dont l'être humain a besoin à un moment précis. Le grand bémol, c'est que ce remplissage d'informations dans cet espace mental s'est fait vraiment goutte à goutte, j'ai envie de dire, comme ça, à toute petite portion, tous les jours, un peu plus, et on ne s'est peut-être pas forcément aperçu que cet espace devenait totalement encombré. Alors le pauvre mental, faut vous imaginer que cet espace ressemble à, je sais pas, votre cave, et vous avez entreposé tout le matériel dont vous ne saviez pas quoi faire dans cette cave. Alors votre mental, quand il a besoin d'une information, il ne trouve plus ses propres affaires, parce qu'il y a trop de bordel en lui, trop d'informations stockées.
Et toutes ces informations en plus, le 98% de ces informations ne lui appartiennent même pas. Je vous invite humblement à faire de votre mental un fidèle allié, un ami, parce que il est doté d'une intelligence incroyable. Et il est l'intermédiaire entre l'être humain et l'intuition. Donc, utilisons-le à bon escient. Mais pour ce faire, je crois qu'il est important de faire un tri. Je crois qu'il est important de se prendre du temps et d'observer cet espace mental, de voir tous les cartons qui ont été entreposés en lui. Et la prochaine fois que le carton, imaginons, manque de confiance apparaît, donc la pensée, tiens, je manque de confiance. Lorsque cette pensée-là, tout à coup, apparaît, posez la question à votre mental. Demandez-lui, mon ami mental, est-ce que ce carton manque de confiance? Est-ce que ça t'appartient? Posez-lui la question. Juste pour que, non pas pour faire une longue analyse, on est bien d'accord, mais juste pour pouvoir collaborer avec lui, pour recréer une relation solide avec cet espace mental. À nouveau, si on reprend, je sais pas, l'exemple de l'enfant. Il y a là un enfant qui s'apprête à monter sur le vélo. Il n'a jamais fait du vélo, il veut faire cette expérience. Est-ce que l'enfant, avant de monter sur le vélo, se demande s'il a assez de confiance? Si son niveau de confiance est assez élevé pour pouvoir s'adonner à cette expérience? Non, n'est-ce pas? Et il se lance, et qu'est-ce qui se passe? Il tombe. Après être tombé du vélo, est-ce que l'enfant se dit « Tiens, faudrait peut-être que je développe ma confiance pour pouvoir remonter sur le vélo ?» Non plus, n'est-ce pas? Est-ce que l'enfant, en regardant le vélo qui est noir et qui comporte le chiffre 13, est-ce que cet enfant va dire à l'un de ses parents « Tu sais, cher parent, je crois que c'est parce que le vélo est noir et qu'il comporte le chiffre 13 que ça me porte la poisse ?» Non plus, n'est-ce pas? Donc, voyez-vous, la confiance est un concept, certes alléchant et très vendeur. Mais l'être humain n'est pas né avec cela. Il n'a pas besoin de confiance. Il n'a pas besoin de cet outil. La confiance, on pourrait dire, c'est quelque chose d'inné, c'est pas quelque chose qui s'acquiert. C'est quelque chose qui est déjà là. C'est totalement naturel. Je vous invite vraiment à passer du temps avec votre mental, observer cet espace mental et demandez-lui est-ce que tel carton t'appartient, est-ce que telle pensée t'appartient, est-ce que telle croyance t'appartient, est-ce que cela t'appartient. Plus vous allez faire cela, plus ce mental va pouvoir se libérer de tout ce qu'il a accumulé au fil des ans, de tout ce chenil qui ne lui appartient pas et qui alourdit péniblement la vie. Plus vous allez porter votre attention sur ceci, plus vous allez mettre de la lumière là-dessus, plus vous allez observer, comprendre ce fonctionnement. Et la vie n'est qu'une expérience hautement interne. Si vous observez ceci, alors vous avez observé toute la vie, parce que tout ceci émane de ceci. Souvent les gens me demandent « Nesrine, c'est quoi la guérison ?» Fondamentalement, la guérison, c'est l'absence de lutte. Mon deuxième livre, Le pouvoir de l'accueil, est basé là-dessus, sur cette absence de lutte. Mais il faut pouvoir observer le mécanisme. Et une fois qu'on a observé ce mécanisme qui est simple, il n'y a rien de compliqué à nouveau, mais on y a tellement été habitué à cette lutte que souvent nous nous
nous ne nous rendons plus compte que nous sommes dans un automatisme qui vise tout le temps à faire des efforts, à courir après de la reconnaissance, à être totalement sous le joug de la peur de ne pas être aimé. Et ces mécanismes sont tellement habituels que nous n'en avons plus conscience. Donc, la guérison, c'est l'absence de lutte. Le bien-être, c'est l'absence de lutte. Et vous, qui n'êtes ni ce corps, ni ce mental, ni ces émotions, puisqu'il vous est possible de les observer, vous, en tant que guide que vous êtes pour cette merveilleuse équipe terrestre, vous pouvez les aider à vivre sereinement ce court, très court passage sur Terre. Comment? En faisant un choix en conscience. L'accueil ou la lutte.